Vous pensez vraiment savoir accrocher un asticot sur votre ligne? Vous êtes au bord de l'eau, votre matériel de pêche est parfaitement installé, l'amorce sent divinement bon, et pourtant, les touches se font désespérément rares. Vous croyez sincèrement que les poissons font la grève de la faim ou que le vent a fait tourner la chance? Laissez-moi vous dire une vérité qui dérange, une réalité que beaucoup de pêcheurs refusent d'admettre. Dans 90% des cas, le beau poisson passe juste devant votre hameçon sans même voir votre appât. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez littéralement noyé votre asticot sur le fer de votre hameçon. Aujourd'hui, on va casser un très vieux mythe. Je vais vous prouver pourquoi cette habitude héritée des anciens ruine totalement vos sorties. Préparez-vous à une remise en question totale de votre manière d'écher. D'ailleurs, provoquez-moi dans les commentaires et dites-moi la vérité. Quelle taille d'hameçon utilisez-vous en général pour pêcher à l'asticot? Ne trichez pas, assumez. Pendant des décennies, on nous a appris à pêcher d'une certaine façon. Nos pères et nos grands-pères nous disaient de prendre un bon gros hameçon, bien solide, pour être absolument certain de ne pas décrocher ou rater le poisson de notre vie. La technique classique consistait à enfiler l'asticot comme une chaussette sur le métal, en le transperçant de part en part. Et honnêtement, ça fonctionnait, car il y avait beaucoup plus de poissons autrefois et ils étaient beaucoup moins méfiants. Mais les temps ont radicalement changé. Aujourd'hui, les eaux sont plus claires, les poissons sont éduqués et la pression de pêche sur nos berges est énorme. Pourtant, chaque week-end au bord de l'eau, je vois encore des dizaines de gars qui s'obstinent aveuglément. Ils font exactement la même chose depuis 30 ans. Ils montent un hameçon de taille 10, énorme et lourd. Ils piquent un malheureux asticot qui se vide instantanément de son jus et s'étonnent à la fin de la journée de rentrer avec une bourriche complètement vide. Il est grand temps de comprendre que le métal n'est plus votre ami et que le camouflage est la clé. Imaginez la scène un instant. Vous arrivez au bord de l'étang un dimanche matin. La brume se lève doucement sur la surface de l'eau. Tout est incroyablement calme. Vous ouvrez votre boîte à appât, vous prenez un bel asticot bien frétillant entre vos doigts. Et là, le drame absolu commence. Vous prenez votre hameçon, souvent un modèle bien trop fort de fer, noir ou forgé, et vous transpercez ce pauvre asticot sur toute sa longueur. Vous le poussez bien fort sur la courbure du métal, jusqu'à le faire remonter sur la hampe. Vous êtes super fier de vous. Vous pensez que l'appât tient solidement et résistera au petit lancer. Mais regardez bien, de très près, ce que vous venez de faire. Votre asticot ne bouge plus du tout. Il est complètement figé, raide, littéralement mort. Pire encore, l'épaisseur du métal de votre hameçon est presque aussi large que l'asticot lui-même. Sous l'eau, le poisson ne verra absolument pas un repas naturel et appétissant. Il verra avant tout un morceau de ferraille brillant avec un vague bout de peau blanche collé dessus par erreur. C'est très exactement ce que j'appelle noyer son appât. Le métal a complètement pris le dessus sur le côté naturel. C'est une erreur classique que je vois des dizaines de fois par semaine. Le pêcheur est persuadé d'avoir bien fait les choses, alors qu'il a ruiné toutes ses chances avant même que la ligne ne touche la surface de l'eau. Pensez-vous vraiment qu'un gros gardon sauvage, méfiant et très éduqué, va se jeter à gueule ouverte sur un bout de ferraille inerte? Bien sûr que non. Parlons d'une des croyances les plus tenaces et les plus destructrices de notre passion. C'est cette fameuse idée reçue qui affirme haut et fort que pour attraper un très gros poisson, il faut obligatoirement utiliser un gros hameçon. C'est une erreur monumentale. Combien de fois ai-je entendu des pêcheurs expérimentés sur la berge jurer qu'ils mettent un hameçon numéro 12 ou numéro 14 pour un seul petit asticot, terrorisés à l'idée de décrocher un beau spécimen imaginaire. C'est une folie totale quand on y réfléchit du point de vue de la physique. Quand vous prenez un hameçon de cette taille pour une si petite larve, le poids du métal est colossal par rapport au poids ridicule de l'asticot.
Dès que l'ensemble touche le fond, l'hameçon s'enfonce immédiatement dans la vase molle ou se plaque lourdement sur le gravier. L'asticot est écrasé en dessous ou coincé d'une manière totalement anormale contre le sol. Il est noyé sous le poids de votre propre sécurité matérielle. Et le comble de l'histoire, c'est que ce montage grossier crée une résistance énorme lorsque le poisson vient finalement goûter l'appât. Un poisson blanc comme la brème, la tanche ou le gros gardon ne mord pas avec des dents, il aspire sa nourriture de loin. S'il sent un poids métallique anormal au moment de la fameuse aspiration, il recrache immédiatement en une fraction de seconde. Vous ne verrez même pas votre flotteur bouger franchement, ou alors juste un infime tremblement trompeur. Vous penserez que ce sont de minuscules poissons qui s'amusent avec votre ligne, alors que c'est le grand poisson de vos rêves qui vient de refuser avec dédain votre piège grossier. Voyons maintenant ce qui se passe physiologiquement quand vous utilisez une mauvaise technique d'échage avec une pointe inadaptée. Il faut se rappeler que l'asticot est une larve charnue, remplie de liquide naturel et d'acides aminés. C'est très précisément ce jus interne qui fait son grand attrait olfactif et gustatif. Quand vous le piquez sauvagement avec la pointe trop épaisse d'un hameçon fort de fer, vous créez une véritable brèche dans sa peau fine et délicate. L'asticot se vide littéralement de tout son jus en quelques petites secondes. Ce liquide précieux est normalement censé diffuser très doucement dans l'eau pour attirer les poissons à bonne distance. Mais si votre hameçon est trop gros, la blessure est béante, fatale. Une fois au fond de l'eau, après le lancer, il ne reste plus rien de votre magnifique appât charnu. Il ne reste qu'une misérable peau flasque, grise, sans odeur, sans volume et sans aucun mouvement. C'est une image peu ragoûtante, j'en conviens, mais c'est la stricte vérité de ce qui se passe sous la surface. Vous êtes là, confortablement assis sur votre siège, les yeux fixés sur l'antenne rouge de votre bouchon, à attendre le miracle avec beaucoup d'espoir. Pendant ce temps, au fond de l'eau, il n'y a plus du tout d'appât. Juste un bout de métal sombre avec un petit déchet accroché dessus. Le poisson passe à côté, il sent vaguement la présence d'une ancienne odeur, mais visuellement, l'appât est invisible ou inintéressant. Pour éviter ce désastre absolu, il faut comprendre l'importance d'utiliser des hameçons très fins de fer, qui piquent sans détruire. L'un des moments les plus critiques et décisifs d'une action de pêche se déroule lors de la toute première phase, la descente de votre appât à travers la couche d'eau, vers le fond. C'est très souvent pendant cette chute que de nombreux poissons embusqués décident s'ils vont attaquer ou non. Imaginez une belle pluie de petits asticots libres que vous venez de fronder précisément sur votre cou pour amorcer. Ils descendent tous très doucement, de manière fluide et extrêmement naturelle, en virevoltant dans le léger courant. Maintenant, regardez votre propre asticot, celui qui est accroché à son gros hameçon. À cause du poids excessif de la masse de métal, il coule comme un véritable morceau de plomb. Il tombe tout droit, lourdement vers le fond, à une vitesse complètement différente du reste de vos asticots d'amorçage. Pour un poisson éduqué et observateur, c'est une anomalie tellement flagrante. C'est comme un immense panneau clignotant rouge qui hurle au danger. Votre appât piégé ne se comporte pas du tout comme les autres membres de sa famille. Il est lourd, rigide, et il est littéralement noyé par la gravité qu'impose la ferraille. La solution miracle réside dans l'harmonie parfaite entre l'appât et le piège. Si vous utilisez un tout petit hameçon de taille 20 ou 22, très léger et très fin, votre asticot va descendre de manière beaucoup plus gracieuse. Il accompagnera la lente descente de l'amorce. Le poisson, leurré par ce mouvement, ne fera aucune différence entre l'asticot libre et l'asticot piégé. Il est temps de parler d'un facteur invisible à nos yeux humains, mais qui est absolument crucial sous la surface de l'eau, les vibrations. Les poissons possèdent un organe sensoriel incroyable appelé la ligne latérale,
Cette ligne, très sensible, leur permet de capter la toute petite micro-vibration dans leur environnement, même dans le noir complet. Un asticot vivant et en pleine forme, s'il est piqué très légèrement sur le tout petit bord de sa peau, va chercher à s'enfuir. Il va se tordre, s'étirer et se débattre continuellement. Ces mouvements désespérés génèrent des ondes minuscules que les poissons détectent de très loin, même dans des eaux fortement troublées par la pluie. C'est un signal de vie puissant, un appel au repas irrésistible. En revanche, si vous enfilez l'asticot de bout en bout sur l'hameçon, de la tête aux pieds, vous l'empêchez totalement de bouger le moindre muscle. Vous l'avez paralysé. Le silence vibratoire autour de votre appât devient alors absolu. Le poisson s'approche, attiré par la bonne odeur de votre boule d'amorce sur le fond, mais il ne ressent rien du tout. L'appât est muet, éteint. Il est complètement noyé sur son support métallique. C'est une situation tellement frustrante. Vous vous êtes levé à 5 heures du matin, vous avez préparé le terrain avec grand soin, mais votre piège reste complètement inactif. Piquer l'asticot juste par la petite peau arrière, au niveau du culot, c'est lui offrir l'espace et la liberté de danser frénétiquement. Et c'est cette danse hypnotique qui fera tout le travail d'attraction à votre place. Abordons sans plus tarder la question très épineuse du contraste visuel au fond de l'eau. Les hameçons modernes sont fabriqués avec différentes finitions et couleurs. On en trouve du bronze, du noir mat, du rouge vif et parfois même du doré. Lorsque vous choisissez un hameçon complètement disproportionné par rapport à la taille de votre asticot, la couleur sombre de la ferraille domine très largement la couleur blanche, rouge ou jaune de votre petite larve. Vous créez ainsi un contraste visuel artificiel et hautement suspect pour n'importe quel cyprinidé un peu méfiant. L'appât est censé être la grande star du spectacle, la seule chose lumineuse que le poisson doit repérer. Mais au lieu de cela, l'asticot est noyé et effacé dans la grande ombre du métal. Imaginez une belle assiette au restaurant, où la fourchette gigantesque prendrait plus de place que la nourriture elle-même. C'est tout bonnement absurde. Un asticot standard mesure en moyenne moins de 2 cm. Si vous le posez vulgairement sur un hameçon de taille 14 fort de fer, la courbe métallique déborde allègrement de tous les côtés. La seule solution logique est de réduire drastiquement la taille de l'hameçon pour que l'asticot joue pleinement le rôle d'un écran total. Avec un hameçon de taille 20 fin de fer, l'asticot recouvre presque entièrement le métal brillant. Sa blancheur naturelle capte la faible lumière sous-marine et l'hameçon disparaît purement et simplement, fondu dans la rondeur de l'appât. Vous ne camouflez plus le métal, vous l'effacez littéralement de la scène visuelle. L'un des défis majeurs et de plus en plus fréquents pour les pêcheurs d'aujourd'hui, c'est la clarté exceptionnelle de nos eaux. Avec la diminution heureuse de certaines pollutions et la présence filtrante des moules d'eau douce, de nombreux étangs, canaux et rivières sont devenus aussi limpides que de l'eau de roche, surtout en période estivale. Dans ces conditions cristallines, la vue du poisson est excellente. Si votre appât est présenté de façon maladroite et grossière, la sanction est immédiate, brutale et irrévocable. Vous prenez votre chaise pliante, vous vous installez confortablement sur une berge où l'on voit le fond net à plus de 2 mètres de profondeur. Vous lancez lourdement votre montage avec un asticot solidement planté sur un gros bout de métal noir ou forgé. Croyez-vous très sincèrement qu'un gros chevesne rusé ou un vieux gardon va se laisser berner par cette illusion médiocre? Dans une eau claire, le moindre tout petit détail compte énormément. Le simple reflet du soleil sur la courbure mal cachée d'un hameçon suffit à déclencher la fuite paniquée de tout le banc de poissons. L'asticot est comme effacé, noyé sous la masse de ce corps étranger étincelant. C'est très précisément dans ces moments d'extrême lucidité sous-marine que vous devez avoir le courage de descendre dans les tailles de vos hameçons. Il faut repenser totalement votre approche visuelle. L'utilisation d'hameçons microscopiques
qui semble ridicule et fragile pour beaucoup de vieux briscards têtus, devient une nécessité absolue pour éviter la bredouille humiliante. Il faut qu'on prenne 2 minutes pour parler de vous, de nous et de la grande peur psychologique de perdre un poisson en cours de combat. C'est malheureusement cette grande peur panique qui nous pousse invariablement à faire de très grosses erreurs stratégiques. On a absolument tous connu ce moment terrible, cette fraction de seconde cruelle, où un très beau poisson se décroche juste là, devant l'épuisette tendue. Le cœur s'arrête, et la déception est immense. Suite à un tel traumatisme, la réaction immédiate et instinctive du pêcheur est de se dire qu'il faut absolument monter plus gros, plus lourd, plus solide pour la prochaine fois. On abandonne sans réfléchir nos beaux montages fins pour prendre des hameçons de forgeron. Et que se passe-t-il alors? Invariablement, plus rien. Le grand calme. Les touches disparaissent complètement. C'est un cercle vicieux implacable. Pour avoir peur de décrocher un gros poisson, il faut d'abord réussir le miracle de le faire mordre. En noyant votre petit asticot sous un hameçon surdimensionné par pure sécurité, vous annulez purement et simplement toutes vos chances d'avoir une vraie touche. Le poisson n'attaque pas le métal, il attaque la vie. Vous protégez un combat qui n'aura jamais lieu. C'est une barrière psychologique épaisse qu'il faut absolument pulvériser. Acceptez de pêcher très fin. Acceptez de faire confiance à un hameçon minuscule, car la souplesse de votre canne et l'élasticité de votre ligne feront tout le travail d'amortissement. En fait, un petit hameçon fin pénètre beaucoup mieux et se décroche très rarement. Pour bien comprendre techniquement pourquoi l'asticot écrasé sur l'hameçon est un désastre permanent, il faut observer calmement comment le poisson se nourrit dans la réalité. Un poisson blanc ne possède pas de main pour saisir son repas. Il utilise sa bouche complexe comme un aspirateur puissant. Il s'approche lentement de la zone amorcée, ouvre grand la gueule en gonflant ses ouïes et crée un fort courant d'eau pour avaler ce qui l'intéresse. Si votre asticot est bien vivant, très léger, et qu'il cache judicieusement un hameçon fin de fer, l'ensemble décolle du fond avec une fluidité parfaite et vole directement au fond de la gorge du poisson avec un minimum d'effort. Mais si par malheur, vous avez utilisé un hameçon épais et rigide, l'ensemble est lourd. Lorsque le poisson aspire avec la même force, l'appât monte beaucoup moins vite, ou pire, avec une trajectoire saccadée et anormale. Le poisson referme la gueule et ressent immédiatement la grande rigidité du métal et la pointe émoussée du gros hameçon qui gêne. Son réflexe de survie est alors foudroyant. Il recrache la mauvaise bouchée à une vitesse totalement incroyable. Sur votre flotteur, cela se traduit souvent par une tirée brusque, un petit tressaillement, puis le vide absolu. Vous ferrez violemment, mais il est déjà trop tard, vous brassez du vent. L'asticot est resté seul sur son bout de métal au fond de l'eau. Un montage réellement équilibré doit être léger comme une simple plume dans l'eau pour garantir un engamage profond et un ferrage réussi à chaque fois. Il est absolument fondamental de comprendre que tous les poissons ne réagissent pas du tout de la même manière face à un appât maladroitement présenté. Prenons le cas des cols de la brème, par exemple. Ce grand poisson plat passe la majorité de son temps le nez vers le bas, à fouiller méthodiquement la vase. Il possède des lèvres très charnues, protractiles et extrêmement sensibles au toucher. Quand une brème trouve un asticot, elle le tâte avec ses lèvres, le retourne doucement, l'évalue longuement avant de l'engamer réellement. Si votre asticot est coincé, totalement inerte, noyé sous le fer froid d'un hameçon épais, la brème s'en rend compte de manière instantanée. Elle le délaissera sans aucune pitié, en recrachant un nuage de vase. À l'inverse total, prenons le chevesne féroce. Lui, c'est un chasseur très opportuniste. Il attaque souvent à la descente entre deux eaux de manière fulgurante.
mais il possède une vue perçante, presque chirurgicale. S'il repère visuellement une masse sombre et très brillante cachée sous la petite peau blanche de la larve, il fait violemment demi-tour au tout dernier moment, créant juste un gros remous provocateur près de la surface. Vous voyez cet énorme tourbillon dans l'eau claire, et vous comprenez que vous avez été démasqué en beauté. Chaque espèce, avec ses propres armes sensorielles, finit invariablement par ignorer un appât noyé sous le poids de la quincaillerie. C'est la preuve irréfutable qu'une présentation subtile et ultra délicate n'est pas un luxe, mais le seul chemin vers le succès. Voici un autre grand mythe de pêcheurs, particulièrement tenace, qui détruit méthodiquement les chances de succès. On a très souvent tendance à croire dur comme fer qu'il faut absolument, à tout prix, cacher la pointe de l'hameçon à l'intérieur du corps de l'asticot pour que le poisson ne s'y pique pas les lèvres avant d'avoir tout avalé. Mesdames et messieurs, c'est une erreur absolument monumentale. Quand vous enfoncez consciencieusement la pointe mortelle en plein milieu du corps gras de l'asticot, vous tuez non seulement la pauvre larve sur le coup, mais vous annulez aussi totalement la mécanique naturelle de pénétration de votre hameçon. Lorsque vous allez effectuer votre mouvement de ferrage, la pointe métallique devra d'abord déchirer toute la peau dure et caoutchouteuse de l'asticot avant de pouvoir enfin espérer trouver la chair molle du poisson. Dans l'immense majorité des cas concrets, l'hameçon glisse simplement et s'échappe hors de la bouche du poisson sans même l'égratigner. Vous ramenez votre ligne trempée, votre asticot est réduit en bouillie infâme et vous hurlez de frustration. La pointe affûtée de votre hameçon doit absolument toujours être bien dégagée, à l'air libre, prête à piquer agressivement. L'invisibilité réelle de l'hameçon ne réside pas du tout dans le fait de l'enterrer dans la chair de la larve morte, mais bien dans le choix d'un hameçon minuscule et d'une méthode de piquage si superficielle que l'asticot frétillant cache la hampe par son propre volume naturel en mouvement. Laissez-moi vous décrire précisément, de A à Z, comment vous devriez écher votre asticot la prochaine fois que vous poserez vos fesses sur un panier-siège au bord de l'eau. Oubliez immédiatement et pour toujours la désastreuse méthode de la brochette de viande. Prenez votre asticot délicatement, presque avec tendresse, entre le bout de votre pouce et de votre index. Regardez bien son extrémité la plus large, celle qui est un peu plate. Vous y verrez deux tout petits points noirs très distincts. C'est ce qu'on appelle le culot de l'asticot. La peau à cet endroit précis est très légèrement plus épaisse, robuste, mais totalement dépourvue d'organes vitaux majeurs. Vous prenez la pointe très piquante de votre hameçon, idéalement un numéro 20 fin de fer, et vous venez juste attraper, juste effleurer un tout petit millimètre de peau entre ces deux points foncés. C'est tout. Le geste s'arrête là. L'hameçon ne traverse absolument pas la chair interne. Le corps mou de la larve reste parfaitement intact et complètement libre de ses mouvements. Dès que vous allez plonger ce montage merveilleux dans l'eau froide, l'asticot va totalement s'affoler. Il va tournoyer sur lui-même de façon spectaculaire. Il sera tellement agité qu'il va masquer visuellement la courbe métallique de votre hameçon. Le poisson ne verra rien d'autre qu'un repas providentiel et frétillant. Ce tout petit changement de méthode, qui prend une seconde, va littéralement multiplier par 5 le nombre de touches sur vos prochaines sessions. Et qu'en est-il de la très fameuse grappe d'asticot? Vous savez parfaitement de quoi je parle. Ce montage gourmand où l'on enfile joyeusement 3, 4 ou 5 beaux asticots sur un gros hameçon pour tenter de sélectionner uniquement les très gros poissons. Sur le papier, dans notre tête, l'idée semble brillante. Une grosse bouchée pour attirer une grosse bouche charnue. Mais en réalité, au fond de l'eau, le résultat est très souvent catastrophique si l'hameçon est mal choisi. Pour réussir à piquer 5 asticots ensemble, beaucoup de pêcheurs sortent sans trembler un gros hameçon à carpe taille 8 ou 10, une véritable ancre marine de bateau. Ils empilent ensuite les larves en les compressant violemment les unes contre les autres. Résultat inévitable des courses, les premiers asticots enfilés sont poussés vers le haut, écrasés contre le fil,
explosent et meurent instantanément. La superbe grappe espérée ressemble finalement à une immonde boule de peau morte grisâtre, bêtement agglomérée autour d'un bout de métal monstrueux. C'est ce que j'appelle faire un gros pâté répugnant et inutile. Si vous voulez vraiment utiliser une belle grappe d'asticots vivants, la grande subtilité doit rester de rigueur. Utilisez un hameçon fin de taille 14 ou 16 au maximum de sa taille. Piquez scrupuleusement chaque asticot un par un, très finement par la petite peau du culot. Ils doivent impérativement pouvoir s'écarter les uns des autres pour former une boule nerveuse et vivante, une sorte de méduse attractive et mouvante. L'importance cruciale d'un asticot totalement libre et merveilleusement présenté devient encore plus flagrante et vitale en pleine période hivernale, ou lorsque les eaux sont traversées par des courants très froids. En hiver profond, le métabolisme interne des poissons blancs ralentit de manière considérable. Ils se déplacent de moins en moins, ils mangent de petites quantités et deviennent d'une méfiance absolue face à toute nourriture suspecte. Leurs sens semblent encore plus aiguisés pour ne jamais dépenser d'énergie inutilement sur une proie factice. Si vous osez leur proposer un asticot raide de froid, méchamment empalé sur un hameçon lourd et grossier, c'est l'échec total et garanti. L'eau glacée fige déjà très naturellement la larve, la rendant beaucoup moins mobile. Si, en plus, vous l'avez gravement blessée avec une grosse pointe épaisse, elle devient totalement inerte, rigide comme un bout de bois mort. L'appât est littéralement noyé et oublié dans le décor lugubre du fond hivernal. C'est pourquoi, en hiver, vous devez absolument pêcher avec des bas de ligne incroyablement souples et fins, couplés à des hameçons minuscules de taille 22 ou même 24. L'idée forte est de proposer une friandise tellement discrète et tellement naturelle qu'un gardon complètement engourdi n'aura aucun effort physique à faire pour l'aspirer du bout des lèvres. Dans l'eau glacée, la moindre petite erreur de présentation du métal pardonne 0 fois. L'hameçon lui-même n'est pas le seul et unique responsable de ce triste phénomène de l'appât noyé, bien qu'il soit, de loin, le premier coupable à pointer du doigt. Il faut aussi remonter un peu sur la ligne et regarder ce qui se passe juste au-dessus. Je parle de votre bas de ligne en nylon et de l'emplacement de votre tout premier plomb, celui que l'on appelle traditionnellement le plomb de touche. Si vous utilisez un fil beaucoup trop rigide ou beaucoup trop épais, comme du 14 ou du 16 centième pour présenter un seul petit asticot fluet, ce gros fil agit sous l'eau comme un énorme câble de remorquage. Il bridera mécaniquement toute la nage de votre larve. Et si, par grand malheur, votre plomb de touche est placé à seulement 2 petits centimètres de l'hameçon, la situation est désespérée. Le poids lourd du plomb de touche s'ajoute directement à la rigidité mortelle de l'hameçon. L'asticot est littéralement plaqué au fond de l'étang, incapable de décoller d'1 millimètre au moindre mouvement d'eau. Il est fermement cloué au sol, noyé sous le plombage excessif. Pour redonner toute la grâce et l'invisibilité à votre montage, vous devez impérativement créer de la grande souplesse. Utilisez un fil fin et élastique et surtout, éloignez votre fameux plomb de touche à 15 ou même 20 cm de l'hameçon. Cela va créer une immense zone de liberté magique. L'asticot va pouvoir planer doucement au-dessus des obstacles, se balancer au gré des micro-courants invisibles. Imaginez la scène un petit instant au bord de l'eau. Vous êtes bien installé sur votre poste. Vous enchaînez tranquillement les belles prises avec une grande régularité grâce à votre montage ultra subtil et discret. Un de vos voisins de pêche, un habitué des lieux un peu râleur qui n'a pas vu la queue d'un seul poisson de toute la longue matinée, s'approche de vous en piétinant. Il a les bras croisés, le regard sombre et l'air très contrarié. Il vous demande presque agressivement
avec quel parfum magique ou quelle huile secrète vous avez arrosé vos asticots pour tricher de la sorte. C'est le grand réflexe typique de celui qui échoue. On accuse toujours le manque de poudre magique de perlimpinpin. Vous souriez calmement, vous sortez délicatement votre ligne de l'eau et vous lui montrez simplement votre hameçon minuscule de taille 20, sur lequel s'agite frénétiquement un unique asticot blanc, juste piqué par la fine peau. Il écarquille grand les yeux, secoue la tête de gauche à droite et lâche un soupir bruyant en marmonnant qu'avec ce matériel de fillette fragile, il est techniquement impossible de sortir une belle tanche vigoureuse. Il retourne lourdement à sa place, fier de son hameçon taille 10 en acier blindé, enfile de nouveau un gros bouquet informe d'asticots déjà morts et reprend son attente interminable dans le vide. L'ego mal placé du pêcheur est bien souvent son pire et plus redoutable ennemi. La véritable magie réside simplement dans la présentation. Parlons d'une technique passionnante et très à la mode ces dernières années. Je veux parler de la redoutable pêche au feeder. Beaucoup de gens pensent, à tort, qu'avec cette puissante méthode de pêche à fond, très souvent assez lourde à cause du poids du montage, on peut largement se permettre de mettre de très gros hameçons de boucherie. C'est une énorme et grave erreur d'appréciation tactique. Même si votre cage feeder posée sur le fond pèse 30 ou 40 lourds grammes, la phase si délicate d'aspiration de l'appât par le poisson méfiant reste strictement la même. Quand votre montage repose calmement au fond du lac, le beau poisson s'approche du grand tapis de bonne amorce libéré par la cage. Il fouille goulûment le substrat, mais s'il tombe par malchance sur un asticot vulgairement accroché à un hameçon énorme, qui pèse lourdement dans sa bouche au moment même de l'aspiration, il le recrachera avec une violence inouïe. En pêchant au feeder avec des montages grossiers, on observe très souvent ces fameuses fausses touches agaçantes. Le bout du sion se plie brusquement et revient bêtement en arrière, sans rien du tout au bout du fil. Dans de très nombreux cas, ce n'est pas un poisson maladroit qui s'est pris dans la ligne principale, c'est simplement un poisson intelligent qui a goûté et immédiatement refusé votre appât noyé sous un métal épais. Même avec une grosse canne feeder, il est absolument indispensable de pêcher très fin et juste au niveau de la bouche du poisson. Un très bon pêcheur complet est toujours et avant tout un immense observateur de la nature. Il ne laisse jamais rien du tout au hasard ou à la chance. L'une des règles d'or les plus importantes pour éviter d'avoir un appât invisible ou totalement inefficace, c'est de vérifier systématiquement son état visuel à chaque fois que vous relevez votre ligne. C'est vital. Si vous sortez la ligne de l'eau claire et que votre asticot ne bouge plus d'1 millimètre, qu'il est devenu flasque, allongé comme une vieille chaussette grise trouée sur votre bel hameçon, c'est qu'il est grand temps de le jeter et de le changer. Mais posez-vous la seule vraie bonne question. Pourquoi diable est-il dans ce si triste état? Est-ce que la chaleur du soleil brûlant l'a séché? Non. Est-ce qu'un petit poisson vicieux l'a longuement sucé au fond? C'est très possible. Mais dans la très grande majorité des cas, c'est vous-même qui l'avez tristement abîmé au moment fatidique de le piquer, ou bien c'est votre hameçon beaucoup trop gros qui l'a fendu en deux. Prenez le temps qu'il faut, perdez sans hésiter quelques belles secondes à chaque échage, pour être d'une précision absolument chirurgicale. Retirez délicatement la larve usagée, prenez-en une très fraîche et très vive dans votre boîte propre, repérez le bon endroit charnu et piquez uniquement la fine pellicule de peau. Un asticot vivant et frétillant couplé à un hameçon discret, c'est tout simplement le duo diabolique imbattable de la réussite. Pour aller au bout des choses, bien au-delà de la taille pure et du diamètre du métal, il faut impérativement aussi comprendre la forme géométrique de votre hameçon. La courbure et la longueur de la hampe jouent un rôle absolument déterminant dans le parfait camouflage de lèche.
Si vous utilisez bêtement un hameçon à tige très longue, spécialement conçu à l'origine pour enfiler les longs vers de terre gigotants, et que vous y piquez un malheureux asticot rond, trapu et court, la disproportion visuelle saute violemment aux yeux. La très longue hampe de métal sombre et brillant dépasse de manière obscène du corps de l'appât chétif. Pour le poisson qui observe tout, c'est un énorme panneau sens interdit immédiat. À l'inverse parfait, si vous utilisez très intelligemment un hameçon à tige courte, avec une belle ouverture large et joliment arrondie, conçue pour bien épouser la forme naturelle et rebondie de l'asticot, le miracle absolu s'opère. L'appât vient se nicher confortablement au grand creux de la courbure. Sa rondeur naturelle enveloppe le métal piquant de manière très douce et harmonieuse. Le piège fatal devient alors totalement invisible, parfaitement camouflé par l'élégante silhouette claire de la petite larve. Prendre machinalement le tout premier sachet d'hameçon venu, oublié au fond de son vieux panier-siège, sans jamais réfléchir à la géométrie spécifique de l'appât que l'on va y poser, c'est s'assurer avec certitude de noyer l'efficacité globale de sa journée de pêche au cou. Alors, comment devez-vous concrètement vous comporter dès votre toute prochaine sortie au bord de l'eau? C'est finalement très simple, et cela demande juste un tout petit effort psychologique au début de la session. Vous allez doucement sortir votre boîte à montage, et vous allez bannir définitivement et fermement les gros hameçons de vos belles lignes fines. Vous allez consciencieusement monter une ligne délicate, terminée par un hameçon très fin de fer de taille 20. Ensuite, vous prendrez un magnifique asticot dans vos doigts. Vous ne l'empalerez plus jamais vulgairement comme une mauvaise viande de boucherie. Vous ciblerez très précisément la petite partie arrière, le culot, là où la peau est fine, souple et résistante. Un petit geste très précis et très rapide. Une toute simple piqûre superficielle du bout de la pointe. L'asticot doit instantanément se tortiller violemment au bout du fil de nylon avec beaucoup d'énergie. C'est très exactement cette incroyable vitalité débordante qui va masquer votre petit bout de métal sous l'eau trouble et déclencher des touches féroces, lourdes et inoubliables. Dès que vous allez lancer cette belle ligne équilibrée, vous aurez la certitude absolue dans votre cœur que votre piège est parfaitement présenté. L'appât ne sera plus jamais de la vie noyée sous le lourd fer. Vous n'aurez plus besoin de blâmer le vent de face, la pression atmosphérique ou la température de l'eau. Vous aurez repris le contrôle total. Pour résumer tout cela, nous venons de voir en détail que la plus grande erreur que font de manière très systématique 90% des pêcheurs du dimanche n'est pas un mauvais choix d'amorce, ni même un mauvais poste sur la berge. Le vrai drame silencieux, le point de bascule absolu de votre journée, c'est l'écrasement bête et la destruction pure et simple de l'asticot sur un hameçon beaucoup trop gros, trop lourd et inadapté. Le grand moment où vous comprenez, au plus profond de vous, que votre petit appât vivant doit impérativement masquer le métal de l'hameçon par son mouvement perpétuel et non par son misérable corps mort transpercé. C'est le moment précis où votre vision globale de la pêche change à tout jamais pour de bon. Vous ne pêcherez plus jamais de la même manière qu'avant. Vous allez très vite retrouver la grande magie des touches régulières, brutales et franches. Très simplement, en laissant vivre la belle nature au bout de votre fil fin. Un immense et sincère merci d'avoir suivi cette vidéo passionnée jusqu'au bout. Si cette énorme prise de conscience vous a plu ou vous a ouvert les yeux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de défoncer ce bouton j'aime pour soutenir massivement mon travail et ses conseils. Et avant de vous quitter, j'ai une question cruciale à vous poser pour le grand débat. Après avoir entendu tout cela aujourd'hui, allez-vous enfin oser descendre courageusement d'une ou deux tailles d'hameçon lors de votre prochaine sortie de pêche? Le grand débat est totalement ouvert dans les commentaires ci-dessous. J'ai vraiment hâte de tous vous lire et d'en discuter.